On va regarder maintenant un élément important de la conservation de la quantité de mouvement, c'est celui des collisions. Lorsqu'il y a des collisions entre divers objets, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit dans toute collision de courte durée, on pourra considérer que les forces extérieures seront négligeables par rapport aux forces internes. Pendant qu'il y a une collision, on va dire que la force de gravité, c'est négligeable par rapport à l'impact. Les forces de frottement entre les roues et le sol aussi. Donc, toute force extérieure qu'il pouvait y avoir au départ vont être complètement éclipsées là, par les forces d'impact. On vous dit par exemple la force gravitationnelle sera négligée par rapport aux forces d'impact dues à la collision. Puisque nous ne considérons que les forces internes dans la collision, la quantité de mouvement total sera conservée pendant la collision. Donc on avait déjà vu ça, que si on n'a que des forces internes, il y a conservation de la quantité de mouvement total du système. Et on va utiliser cet élément-là pour être capable de solutionner nos problèmes. On vous dit la quantité de mouvement tout juste avant une collision sera égale à la quantité de mouvement tout juste après une collision. Bien avant la collision, ça se peut qu'il n'y ait pas conservation de la quantité de mouvement. Bien après la collision, ça se peut qu'il n'y ait pas conservation de la quantité de mouvement. Mais tout juste avant et tout juste après, on va considérer qu'il y a conservation de la quantité de mouvement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire comme équation? M1U1, vectoriel, plus M2U2 est égal à M1V1 plus M2V2. Donc, notre équation de la conservation de la quantité de mouvement. On va regarder maintenant différents types de collisions. Donc, peu importe les types de collisions que je vais définir ici, il va toujours y avoir conservation de la quantité de mouvement, tel qu'on vient de le définir. Okay? Ça va toujours être vrai. Mais là, on va quand même distinguer trois types de collisions et on va pouvoir écrire d'autres équations à partir de ces types de collisions-là. Entre autres, on peut avoir une collision qu'on appelle élastique. Une collision élastique, on vous dit, c'est une collision où l'énergie cinétique avant et après la collision est conservée. Donc, habituellement, dans une collision, la quantité de mouvement est toujours conservée, mais l'énergie cinétique ne l'est pas nécessairement. Ça veut dire qu'on peut perdre de l'énergie. On peut s'imaginer, par exemple, une voiture qui frappe une vanne. C'est sûr que si je faisais la somme de toutes les énergies cinétiques avant la collision, ça n'égale pas l'énergie cinétique totale après la collision. Mais pourtant, il va y avoir quand même conservation de la quantité de mouvement. On dit dans une collision élastique, l'énergie cinétique avant et après la collision est conservée. Un exemple d'une collision élastique, ça pourrait être avec une balle rebondissante. Vous prenez une balle, vous la laissez tomber sur le sol. Si elle revient après ça à la même hauteur, c'est que vous êtes en présence d'une collision élastique. C'est comme si que toute l'énergie due à la collision va s'en aller soit dans un ressort ou dans une propriété élastique et après ça, ça va être restitué à votre objet pour qu'il puisse entre autres remonter là, à la même hauteur dans le cas de la balle. Comme l'énergie cinétique est conservée dans ce cas-là, on va dire que l'énergie cinétique initiale de la première voiture ou particule plus l'énergie cinétique de la deuxième initiale va être égale à l'énergie cinétique de la première finale plus l'énergie cinétique de la deuxième finale. Pour qu'une collision soit inélastique, c'est le contraire. Il faut juste que l'énergie avant et après la collision ne soit pas conservée. À moins d'avis contraire, on va être en présence d'une collision inélastique. Si on veut qu'on considère que ce soit une collision élastique, il va falloir qu'on vous le dise, ou bien qu'il y ait un élément clé qui permette de le déterminer. Comme je vous disais tantôt, là, la balle rebondissante qui revient à la même hauteur, on pourrait déduire que c'est une collision élastique. Mais sinon, on prend pour acquis que la collision, elle est inélastique. Dans une collision inélastique, l'énergie cinétique totale avant n'est pas égale à l'énergie cinétique totale après. Par contre, la quantité de mouvement avant la collision est égale à la quantité de mouvement après la collision. Ça, c'est toujours vrai. Finalement, une collision parfaitement inélastique, dans ce cas-là, c'est tout simplement que les deux objets restent pris ensemble après la collision. On peut imaginer par exemple deux voitures qui se frappent et que les deux voitures restent pris ensemble et se déplacent à la même vitesse. On va dire que c'est une collision parfaitement inélastique. Ça ne veut pas dire que l'énergie cinétique est nulle. Ça veut juste dire que les deux objets restent collés ensemble. Et c'est sûr que dans une collision parfaitement inélastique, comme son nom le dit, elle n'est pas du tout élastique. Il n'y a pas conservation de l'énergie
à ce moment-là. Par contre, il y a encore une fois conservation de la quantité de mouvement entre avant et après la collision. Et qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Comme ils ont la même vitesse après, puisque les objets restent collés, je peux regrouper les masses ensemble et dire qu'ils vont aller à une vitesse V commune après la collision. Donc, M1U1 plus M2U2, les quantités de mouvement avant la collision, va être égale à la quantité de mouvement totale après, c'est-à-dire M1 plus M2 fois la vitesse. On va regarder maintenant un cas particulier des collisions élastiques. Ça va être des collisions élastiques à une seule dimension. Donc, si on se rappelle, qu'est-ce que ça veut dire une collision élastique? Ça veut dire qu'il va y avoir conservation de l'énergie cinétique entre avant et après la collision. On sait aussi que parce que c'est une collision, il va y avoir conservation de la quantité de mouvement. Et en plus, tout ça va se passer en une dimension. Donc, les conclusions qu'on va tirer vont s'appliquer seulement lorsqu'on va être à une dimension pour une collision élastique. Donc, il va falloir que ça soit spécifié dans le problème que c'est une collision élastique et que le problème se passe dans une seule dimension. On a vu conservation de la quantité de mouvement, M1U1 plus M2U2 vectoriel égale M1V1 plus M2V2 vectoriel. On a vu aussi que la sommation des énergies cinétiques avant va être égale à la sommation des énergies cinétiques après. Et remarquez que l'énergie cinétique, elle, n'est pas un vecteur qu'on ne met pas de flèche dessus. C'est juste la grandeur de la vitesse qu'on vient mettre dans nos équations d'énergie cinétique. Première expression, conservation de la quantité de mouvement. La deuxième, conservation de l'énergie cinétique. Mais comme on est en une dimension, je peux laisser tomber l'aspect vectoriel qu'il y a sur mes vitesses. N'oubliez pas, c'est les signes qui vont décider finalement de la direction. Il va falloir se définir un sens positif et négatif, et le signe de la vitesse va nous dire dans quelle direction notre objet se déplace. Mais comme on est en une dimension, je peux laisser tomber les flèches sur les vecteurs. L'équation en haut, conservation de quantité de mouvement. L'équation juste en dessous, conservation d'énergie cinétique. Donc, je reprends nos deux mêmes expressions. En brassant ces deux expressions-là, on peut réussir à isoler la vitesse finale des deux particules. Bon, je vous épargne le développement mathématique de ça. Vous pouvez l'essayer en exercice, mais je ne demanderai jamais cette démonstration-là. Mais on peut réussir à isoler V1 et V2 parce qu'on a deux équations et on aurait deux inconnus si au départ on connaît les vitesses initiales de nos particules. À ce moment-là, connaissant U1 et U2, il nous reste juste V1 et V2 comme inconnus. Comme on a deux équations, on peut réussir à les trouver. En combinant ces deux équations, on obtient les deux relations suivantes. Donc, V1 va être égal à M1 moins M2 sur M1 plus M2 fois la vitesse de la première particule plus 2M2 sur M1 plus M2 fois la vitesse de la deuxième particule. C'est une équation, bien sûr, qu'on ne vous demande pas d'apprendre par cœur, mais qu'il va falloir être capable d'utiliser efficacement. C'est-à-dire, lorsque vous allez être en présence d'une collision élastique à une dimension, vous avez le droit de prendre cette équation-là. Ça va vous être permis. On peut aussi trouver la vitesse 2. La vitesse 2, ça va être égal à 2m1 sur m1 plus m2 fois la vitesse initiale de la première, plus m2 moins m1 sur m1 plus m2 fois la vitesse initiale de la deuxième. Ces équations-là sont bien pratiques pour résoudre les collisions élastiques à une dimension.